ces élections sont une gifle pour toute l'oligarchie euro-atlantiste, les sondages bidouillés, la manipulation médiatique qui a envahi à la fois le Royaume-Uni et les pays d'Europe et du monde, et en particulier la France, où on ne cessait d'expliquer aux Français, mois après mois, que les Britanniques, paraît-il, se mordaient les doigts, étaient ravagés de remords d'avoir voté pour le Brexit en 2016. C'est un mensonge. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui une fake news. Les grands médias français sont extraordinairement responsables du formatage de l'opinion publique française par ces fake news en faisant croire que les Britanniques regrettaient. Ça n'est pas vrai, au contraire, ils ont confirmé et amplifié leur vote de 2016. C'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'en est pas de même en France ? Parce qu'il n'en est pas de même en France pour l'instant, c'est parce qu'au Royaume-Uni, c'est un pays qui est resté très démocratique. Je rappelle que pour le référendum de 2016, eh bien, il y avait un grand nombre de journaux, et non des moindres, à commencer par le Daily Telegraph, qui est un grand journal conservateur, qui est un peu l'équivalent du Figaro, qui avait appelé à voter pour le Frexit. Est-ce qu'on imagine en France que le Figaro appelle massivement tous ses lecteurs à voter pour le Frexit? Non, pas du tout. Le Figaro est devenu un journal essentiellement européiste. Je rappelle également qu'il y avait 343, je crois, chefs d'entreprise et non des moindres, qui avaient appelé à voter pour le Frexit. Des tabloïds britanniques, c'est-à-dire des journaux populaires, avaient appelé à voter pour le Brexit. Je rappelle aussi qu'une partie significative du Parti travailliste de la gauche avait appelé à voter pour le Brexit, de même qu'une partie significative du Parti socialiste en 2005, conduite par Laurent Fabius, avait appelé à voter non à la Constitution européenne. Mais actuellement, c'est ça qui manque en France, c'est qu'à part l'UPR, eh bien, il n'y a pas de force politique significative qui appelle à voter pour le Frexit, L'UPR, c'est le parti du Frexit. C'est le seul parti d'envergure, le seul qui se présente à toutes les élections présidentielles, législatives, cantonales, régionales, européennes, et municipales maintenant. L'UPR est le seul parti français, avec plus de 38 000 adhérents d'ailleurs, à militer pour le Frexit. Je rappelle que le Front National, que M. Dupont-Aignan, avec DLF, que M. Mélenchon, que l'extrême gauche, que le Parti socialiste, que LV, ils proposent tous de rester dans l'Union européenne et tous une autre Europe. Donc le problème que nous avons en France, c'est qu'à part l'UPR, il n'y a pas de solution de secours. Or, les médias, les grands médias, vous le savez, font l'omerta, la quasi-censure sur l'existence de notre mouvement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous venez m'écouter sur UPR TV. En France, tous les grands médias sont pour l'Europe, tous les grands chefs d'entreprise, a priori, sont pour l'Europe, tous les journalistes, a priori, sont pour l'Europe. On l'a vu d'ailleurs, j'ai été interviewé il y a 2-3 jours là, à l'École supérieure de journalisme avec quelques jeunes étudiants tout à fait sympathiques, mais qui se sont comportés derrière les caméras et à l'antenne exactement comme les modèles qu'on leur donne, le modèle de ces journalistes qui sont obligés, qui ne font plus du journalisme mais de la propagande, et qui sont obligés de m'agresser, comme si ce que je disais était une situation, c'était des pensées totalement inconvenantes, intolérables, et qu'il fallait faire respecter une pensée dominante. Alors, le problème qu'il y a, c'est que, vous le voyez, au Royaume-Uni, un Premier ministre extraordinairement populaire qui est conforté, qui maintenant part pour 5 ans, avec une majorité comme on n'en a jamais vu au Royaume-Uni depuis au moins 30 ans ou 40 ans, un Premier ministre britannique qui va laisser sa marque dans l'histoire, qui va rendre aux Britanniques la fierté dans leur propre pays, leur démocratie, leur liberté publique. Et puis de l'autre côté de la Manche, la France, avec un gouvernement, un président de la République, un gouvernement qui impose des politiques qui mettent la France à feu et à sang. Donc la question qui se pose dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, les années peut-être qui viennent, c'est jusqu'où ceci va durer. En réalité, la situation en France est devenue extraordinairement instable. On ne peut pas diriger un peuple contre sa volonté profonde. On peut le faire 1 an, 2 ans, 5 ans. On ne peut pas, sur longue période, diriger un peuple contre sa volonté profonde. Il faudrait donc, pour dénouer l'imbroglio de la situation politique française, non pas avoir ces promesses bidons là de oui, une autre Europe et ci et ça. On a vu d'ailleurs comment les Britanniques ont sanctionné
le parti travailliste à cet égard. J'ai vu que M. Dupont-Aignan s'était félicité hier soir sur Twitter du vote des Britanniques, alors que lui refuse le Frexit. Donc ça fait partie de cet opportunisme dont les Français ne veulent plus entendre parler. Les Français, comme les Britanniques, ils veulent quelque chose qui soit clair et net. Voilà. Le clair et net, c'est que aujourd'hui, ça n'est plus le clivage droite-gauche qui prévaut. Aujourd'hui, c'est le clivage entre la souveraineté et l'indépendance nationale contre l'assujettissement à l'Union européenne, à une structure dictatoriale et impérialiste qui décide, dans le cadre de la mondialisation, de la fin des peuples et des nations. C'est ça le vrai sujet de notre temps. Et d'ailleurs, on assiste au Royaume-Uni à quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est une espèce d'inversion complète des électorats. Le Parti conservateur, désormais, a été plébiscité dans le nord de l'Angleterre, dans les villes et les banlieues ouvrières, chez les prolétaires britanniques qui ne supportent plus la mondialisation qui est en train d'appauvrir le peuple britannique comme le peuple français. Et maintenant, le Parti travailliste a été plébiscité dans les quartiers bourgeois de Londres, parce que c'est un parti européiste, euro-atlantiste. Alors, de la même façon en France, il faut maintenant que se rassemblent tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne, et pas une autre Europe à la Saint-Glinglin qui n'aura jamais lieu. Je lance donc ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, pour qu'ils aient l'intelligence politique, la sagesse de comprendre qu'il faut que nous nous rassemblions dans ce nouveau Conseil national de la résistance que j'ai créé le 25 mars 2007, en mettant de côté ce qui nous divise. Je sais bien qu'il y a des gens qui voudraient que l'on ait des propositions beaucoup plus déterminantes contre le capitalisme, contre les banques. Mais si je disais ça, on perdrait toute cette partie de l'électorat de droite qui refuserait de venir. Je sais bien aussi que si je tenais des propos contre l'immigration, les immigrés, etc., d'ailleurs sans aucune conséquence, puisque de toute façon les questions migratoires sont gérées par les traités européens, eh bien là, nous perdrions tout l'électorat souverainiste ou patriote de gauche. Il faut que nous ayons une hiérarchie de priorité. La hiérarchie de priorité, le numéro 1, c'est d'abord de récupérer notre souveraineté nationale. C'est d'abord de sortir de ces traités européens qui nous imposent une politique migratoire, ce que Mme Le Pen refuse d'expliquer d'ailleurs à ses électeurs. Il faut que nous nous rassemblions, en dépit de tout ce qui nous divise, pour nous rassembler sur ce qui nous rassemble. La souveraineté de la France, ça veut dire que c'est le peuple français qui doit décider par lui-même de ce qu'il veut, de son avenir, de sa politique commerciale, de sa politique sociale, de sa politique économique, de sa politique financière, de sa politique en matière de retraite, en matière agricole, en matière industrielle, en matière de francophonie, en matière de culture, en matière internationale, diplomatique, militaire et j'en passe. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous proposons de sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par nostalgie ou par ringardise, c'est pour rendre aux Français leur démocratie, c'est parce que c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. Et tout le problème auquel on est confronté, c'est qu'en France, il y a encore énormément de Français qui n'ont pas encore bien compris, même pas compris du tout parfois, la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les politiques au quotidien que les Français rejettent. Par exemple, l'actuelle réforme sur les retraites. Bon, la France est dans une situation de quasi-chaos. Ça va d'ailleurs s'aggraver puisque maintenant la CFDT a décidé de rejoindre le mouvement. On a en France des élites politiques qui se barricadent derrière des chevaux de frise. Il suffit de voir comment l'Élysée est désormais protégée. On a des dirigeants politiques qui se méfient du peuple français et qui appliquent une politique qui est celle imposée par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je l'ai souvent dit, notamment pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on n'aura plus ça, on n'aura plus cette obligation. Donc sortir de l'Union européenne, comme nous le proposons depuis plus de 12 ans, ça veut dire rendre aux Français les manettes. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de réformer les retraites, le couteau sous la gorge que nous impose la Commission européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de mener des guerres illégales sous la coupe de l'OTAN, article 42 du traité de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé de démanteler le droit du travail qui nous est imposé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'avoir une politique agricole de plus en plus délirante qui signe la fin des entreprises agricoles individuelles, articles 38 et 39 du TFUE. Ça veut dire qu'on ne sera plus obligé
d'avoir un démantèlement, une privatisation des services publics qui nous est imposée par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délocalisations industrielles qui nous sont imposées par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Si nous sortons de l'Union européenne, ça veut dire aussi que nous mettrons un terme au rachat désormais hebdomadaire que l'on constate de grandes entreprises françaises ou d'entreprises ou de start-up par des intérêts américains, par des intérêts chinois. C'est tout ça que ça veut dire. Hein. Tout ce que ça veut dire, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour sortir de l'Union européenne.